Donc, commencer là où on s'était arrêté hier, euh, juste pour savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé euh, l'exercice qu'on faisait hier sur la stéganographie? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu, pour qui ça a pu marcher, ils ont pu faire les tests? Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui le test a été concluant? Vous pouvez prendre la parole, hein. Je vais juste me lever, baisser les stores. Allô, vous êtes là? Oui, nous Oui, sommes allô, là. monsieur Roger. Nous sommes là. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez pu, Moi, personnellement, je n'ai pas réussi. J'ai eu certains blocages au niveau de... Bon, je ne savais pas exactement. Je n'ai pas vraiment creusé, beaucoup creusé, mais j'ai essayé de prendre une image d'essayer de l'encoder, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. bon, OK, ben, peut-être on va essayer même un autre logiciel parce que, bon, je pense que ce logiciel-là, il peut avoir un problème de permission au niveau de l'Android, c'est possible. Donc, je vais essayer de vous donner un autre logiciel. C'était juste pour un exercice, hein, parce que si vous avez pu lire les messages que les autres envoient dans les groupes, c'est que c'est bon. Mais si vous n'arrivez pas à lire, donc il y a toujours un petit souci. Voilà. Ça, ce n'était que notre introduction. Là où nous nous sommes arrêtés hier. Hier, nous étions en train de parler. Permettez que je partage rapidement mon écran. Donc, hier, nous avons commencé notre deuxième module où nous parlons des outils et mécanismes de sécurité. Nous avons dit qu'il faut mettre en place des algorithmes de cryptage. Ce sont des algorithmes qui permettent de chiffrer les données. Chiffrer pour un chiffre dans ce langage de sécurité, ça veut dire une protection, cacher quelque chose. Parce que chiffrer, c'est cacher, et déchiffrer, c'est exposer ou bien découvrir ce qui était caché. L'algorithme, c'est un ensemble de calculs. L'algorithme va ensuite faire appel à un protocole de cryptage. Ce protocole-là va gérer la transmission des données, le niveau, on va dire, de cacher, de rendre la chose invisible. Parce que vous pouvez avoir pensé cacher quelque chose, mais finalement, quelqu'un qui a un algorithme plus puissant peut arriver à le déchiffrer. Alors, il y a des techniques maintenant pour récupérer les données qui ont été chiffrées. Nous avons parlé de la cryptanalyse et je vous ai proposé trois façons euh, d'analyser les données, soit par la fréquentielle, soit par l'analyse par mot probable ou encore l'analyse par méthode auxiliaire. J'avais dit la fois dernière qu'il est très important de comprendre à quel niveau nous devons protéger la donnée. Nous la protégeons là où la donnée réside, c'est un disque dur le plus souvent. Ça peut être le disque d'une machine physique, ça peut être le disque d'une machine dans le cloud, ça peut être le disque d'un amovible, un flash disk ou un disque externe, et ça peut aussi être au moment de la transmission de la donnée, lorsque la donnée quitte votre laptop, votre PC pour aller, par exemple, sur Internet. Donc, à chacune de ces étapes, on peut protéger, je dois même dire, on doit protéger la donnée parce que la donnée, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très sensible. Alors, nous avons parlé hier et nous avons donné l'exemple
de cette technique qui était utilisée par les armées allemandes pour donner un message codé. Alors, nous parlerons aujourd'hui de la sécurité de la messagerie et puis nous verrons ensemble les moyens d'authentification pour finir par la protection et la prévention contre le détournement des sessions, ce qui est en fait une forme d'exercice. Ça, c'est une application. Ça nous permet d'appliquer toutes ces théories. Donc, ce n'est pas tellement de la théorie de cours, mais c'est beaucoup plus pour que nous ayons une façon un peu plus logique, si je peux dire ainsi, de comprendre les choses. Bon, pour ceux qui ont fait des études d'informatique ou qui sont des informaticiens à la base, ils savent que dans le modèle OSI, il y a 7 couches. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent les 7 couches ici. Vous pouvez, quelqu'un peut nous aider euh, avec les 7 couches. Je peux Là, essayer. yeah, OK. Dans l'ordre, hein? Allez-y. Oui, Allez. la septième couche, c'est la couche application. Yeah. La couche suivante, la sixième, c'est la couche euh, présentation, Hum, suivi. hum. Je me Ah, trompe. ben, c'est sûr que vous vous trompez, hein? Vous vous Non, non. êtes trompé. Je prends le temps de me rappeler de la phrase mnémotique, hein, application, Vous avez fait présentation. le cours de l'année passée avec moi. Je vous avais donné ce qu'on appelle un moyen mnémotechnique pour retenir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est ça que j'essayais de me rappeler. Bah, je peux Ah, l'aider. OK. Je peux l'aider. Mais pendant que vous essayez, quelqu'un d'autre peut aussi proposer. C'est Oh D'accord. oui, Monsieur Louange qui oh proposait. oui. Alors, moi, je vais y aller en Oui, commençant par la couche application, et puis la oui, couche présentation, et puis la OK, couche gestion, la couche oui, transport, la couche réseau, liaison des données, et puis la couche physique. OK, bravo. Euh, pour ceux qui n'ont pas fait on va dire, les études de technique, c'est pas évident pour eux. Peut-être ils se posent la question même, on parle de quoi là? Donc, pardonnez-nous. Là, je sais pas si vous voyez sur mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran, le modèle Oui, OS? non, pas les modèles aussi. Nous voyons la présentation PowerPoint. Ah ben, OK. Donc, laissez-moi partager, partager. Alors, je le mets dans le même document, ça sera plus simple. Voilà. Je pense que vous le voyez maintenant. Pas encore, pas encore, Oh, vous voyez pas toujours. pas encore. Nous voyons l'image, la vidéo. On ne voit pas encore l'écran. OK. Là, c'est bon. C'est bon. Normalement, c'est bon déjà. Le reste, c'est l'Internet maintenant. Vous voyez toujours pas? Nous Nous voyons. voyons. Ah, OK. Donc, on commence en bas, la couche physique. Lorsque le signal quitte votre serveur, votre ordinateur, ou bien même il quitte l'endroit où vous avez mis votre serveur dans le cloud. Prenons, vous avez pris un cloud chez Amazon ou chez Océan Digital. Euh, maintenant, là, votre serveur se trouve en France. Voilà. Ça reste un serveur. Même les gens, quand ils disent, oh non, non, on est dans les clouds.
Le cloud, ce n'est pas le ciel comme on dit en anglais. Votre serveur se trouve quelque part sur la planète Terre. Donc, c'est en France, c'est en Belgique, c'est dans une maison où on peut entrer et puis il y a un serveur physique, il y a un câble. Voilà. La couche physique, c'est la première couche, la couche, on va dire physique, là où il y a les câbles, là où il y a les connecteurs, là où il y a tout ce qui est physique. À ce niveau-là, c'est vraiment la base. C'est le média, le câble. La couche 2, ça commence à devenir abstrait. C'est la liaison des données. À cette étape, ce sont les adresses MAC qui commencent à interagir. Les adresses MAC, c'est un peu comme pour un véhicule, on dirait le numéro de châssis. Vous pouvez changer la plaque si la voiture est en France. Vous mettez une plaque, quand ça arrive à Kinshasa, une plaque, à Matadi, une plaque, à Goma, une plaque, mais c'est la même voiture. La MAC adresse, ça ne change pas. C'est la même chose un peu avec le châssis de la voiture. Donc, la MAC reste la MAC. Si tu es sur le Wi-Fi, tu as telle adresse. Si tu es dans tel réseau, tu as telle adresse. Si tu es dans telle entreprise, tu as telle adresse. Si tu es derrière tel fournisseur, tu as telle adresse. Donc, c'est exactement dans la même logique. Après, vous avez la couche réseau. À ce niveau, c'est maintenant les paquets commencent à chercher un chemin pour partir. On définit les routes là où vous devez partir et la couche transport va maintenant établir et maintenir les sessions entre les différents terminaux. Et c'est à cette étape-là que la couche peut décider, lorsque vous avez fini de transmettre les données, d'arrêter, par exemple. Maintenant, quand la liaison est établie, il faut que la session commence. C'est ça le rôle de la session. Vous démarrez la session et vous, dans la couche de présentation, c'est pour ça que je suis revenu sur le modèle ici, vous avez le temps de gérer tout ce qui est code, encodage, chiffres, compression des données. C'est à ce niveau-là. Dans la couche de présentation, vous mettez le username, le password. Ensuite, vous accédez à l'applicatif dans la couche 7. Donc, le modèle OSI, si vous voulez le retenir, commencez par la couche 1 ou bien par la couche 7, la manière dont vous voudrez, mais retenez les premières lettres, P, L, R, T, S, P, A. Voilà. Moi, j'ai un de mes anciens étudiants militaires à qui j'avais donné l'exercice. C'est le meilleur pour moi. Il est revenu avec son moyen mnémotechnique. Adieu, Papa Sango, Tata Raphaël, Lingua la pleure. Ce sont les initiales de APSTRLP. Adieu, application. Papa, présentation. Sango, session. Transport. Il a mis Tata, Raphaël pour réseau. Lingua pour liaison. Pleure pour P comme physique. Donc, trouvez votre moyen qui vous permet de retenir parce que ça n'existe pas. Le modèle aussi, vous ne pouvez pas le toucher, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un modèle conceptuel. C'est une conceptualisation pour vous permettre de comprendre comment les données circulent dans le réseau. Comment est-ce que les protocoles sont faits dans le modèle aussi, mais la plupart d'entre nous, on utilise le modèle TCP/IP qui va, on va dire, un peu compresser ce modèle à 7 couches en mélangeant réseau, par exemple, et transport et les réduisant à 4. Donc, on viendra à ça certainement dans les chapitres où on va beaucoup plus parler des réseaux. Mais là on est vraiment dans une phase où nous voulons insister sur l'importance de protéger les données. Donc, les données qui quittent votre machine pour aller vers une autre machine vont traverser un monde. Ce monde-là est fait des câbles, ce monde-là est fait des réseaux sous-marins. Ce monde-là est aussi fait des réseaux sans fil. Donc, maintenant, cette donnée va circuler comme ça, torse nu, vous n'allez pas la protéger. La protéger, c'est justement mettre, l'encapsuler, le cacher dans quelque chose qui est un chiffrement de sécurité.
Alors, nous avions prévu de parler de ce qu'on appelle la sécurité de la messagerie. Comment est-ce que dans la messagerie électronique, la cryptographie se fait? Nous parlerons de la cryptographie symétrique et de la cryptographie asymétrique. Alors, la sécurité de la messagerie, la cryptographie symétrique consiste à ce que plusieurs personnes utilisent la même clé pour crypter et décrypter le message. Le principal inconvénient de ce système est l'échange d'une clé unique entre différentes personnes. Alors, comment est-ce que la clé est envoyée? Le plus souvent, c'est envoyé en utilisant d'autres moyens. Je peux vous dire, par exemple, je vous envoie une clé, je vous envoie ça par un chat, par exemple. Comme ça, quand nous allons commencer à converser, quand je t'enverrai des messages, tu pourrais les avoir et les comprendre plus facilement. Donc, le symétrique, j'insiste, c'est lorsque plusieurs personnes utilisent la même clé pour crypter et décrypter. Donc, on envoie le même code, si on peut dire la même clé, à tout ce monde. Mais il y a une autre façon d'envoyer, de faire un chiffrement. Donc, c'est le chiffrement asymétrique. Ici, chaque utilisateur dispose des deux clés. La clé privée, c'est sa propre clé qu'il doit garder secrète, mais il y a maintenant la clé publique qui est à disposition de tout le monde. Avant, on était dans symétrique, tout le monde a la même chose, mais dans la symétrique, tout le monde a la même clé publique. Vous avez maintenant deux choses. Retenez bien parce que c'est une des questions de l'examen final. Le chiffrement symétrique, c'est une clé pour tout le monde. Le chiffrement asymétrique, c'est deux clés mathématiquement liées, la publique pour tout le monde et la privée pour chaque individu. Et celui qui a la clé privée, cette clé est liée à la clé publique. Pour ceux qui ont, par exemple, des serveurs email, vous allez remarquer, si vous achetez, vous allez sur un site, les gens qui revendent des certificats de sécurité, ils vont vous vendre une clé publique. C'est la clé qui va être placée dans le cloud, là-bas, chez celui qui vous a vendu, celui qu'on appelle l'autorité de certification. Et puis, l'autorité va vous demander d'aller générer une clé privée. Ce sera votre propre clé à vous que vous allez mettre sur votre serveur de mail, votre site web. Donc, à chaque fois que quelqu'un sollicitera des informations sur, par exemple, ce certificat, le certificat privé ira chercher son correspondant qui est le certificat public. Ça fait comme deux couches. En pratique, la clé publique est utilisée pour chiffrer les messages et la clé privée pour les déchiffrer. Une fois qu'un message est crypté, seul le destinataire peut le décrypter. Donc, c'est très important de savoir que c'est des techniques pour crypter les données. On va bien sûr mettre en place des mots de passe, username, password. En passant, vous savez que le mot de passe est en train de disparaître. Personnellement, selon l'évolution de la science, je crois que le mot de passe, dans 5 ans, 10 ans tout au plus, c'est quelque chose qui ne va plus exister parce que la faille du mot de passe est devenue tellement populaire. Aujourd'hui, on va dans les solutions qu'on appelle multi-factor authentication. Avant, on appelait ça 2FA, 2FA, two-factor authentication. C'est-à-dire, pour vous authentifier, vous mettez votre nom, vous mettez votre mot de passe, et puis on vous envoie un OTP, un one-time password. Vous prenez ça, vous ajoutez, et puis là, vous accédez au service. Mais on vole tellement des mots de passe des gens. D'ailleurs, Google a lancé ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je vais vous partager le lien rapidement. Google a déjà est en train de travailler dessus. Je vais vous partager mon écran.
Ben, je sais que vous êtes tous anglophones là, donc il n'y a pas de souci. The beginning of the end of the password. Le début de la fin du mot de passe. C'est un article publié par Safety and Security de Google, dans le blog de Google, le 3 mai 2023. Dans ce message, on est en train de montrer comment est-ce que le mot de passe, on va bientôt leur dire au revoir. Et je vous dis que quand ces gens commencent à le dire comme ça va vraiment passer. Parce que aujourd'hui, on va beaucoup plus maintenant miser sur l'endroit où vous êtes, l'endroit où vous vous connectez. Si c'est votre téléphone doit dire que c'est vous. Or, sur votre téléphone, vous pouvez manger des applications. Ce n'est que l'empreinte de mon doigt, par exemple. L'empreinte de mon doigt, c'est plus fidèle que, que le mot de passe. Donc, ils ont regardé, ils ont estimé qu'on pouvait aller vers autre chose. Mais dans la sécurité de la messagerie, ce que nous étions en train de dire, vous allez crypter les données, vous allez cacher les données d'une part et d'une autre. Les personnes qui ont la clé peuvent se la partager. Si c'est symétrique, c'est une seule clé. Si c'est asymétrique, c'est deux clés, mais les deux clés sont mathématiquement liées. Alors, à la clé est associé, bien sûr, un mot de passe. Alors, ces mots de passe, c'est ce qu'on appelle une authentification. Il y a 4 conditions nécessaires pour l'application d'une authentification. Alors, les 4 principes sont énoncés là. Le premier, c'est que une signature électronique doit résider dans cette communication. Il s'agit de quoi une signature électronique? C'est un code électronique unique qui vous permet de signer un message chiffré. Et cette signature permet d'authentifier l'origine du message. Elle a la même fonction qu'une signature manuelle. C'est la clé privée avec laquelle vous pouvez signer et la clé publique avec laquelle vous pouvez vérifier la signature. Entre les deux, ils vont communiquer. Qui es-tu? Est-ce que tu as le droit de me parler? Oui, il signe qui il est. Le deuxième niveau ou deuxième condition, c'est le certificat numérique. Il s'agit d'un document électronique. Ce n'est plus un code, mais un document électronique qui identifie la clé d'une entité juridique. Cette correspondance est confirmée par ce qu'on appelle une autorité de certification ou un centre de certification, un CA. Ces certificats sont utilisés pour identifier l'organisation. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez sur plusieurs sites web, vous allez voir les certificats numériques. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'autorité d'enregistrement. C'est l'autorité qui génère les demandes de certification. Lui aussi doit approuver cela. Et quatrième niveau ou quatrième principe, c'est l'autorité de certification. Celui qui est enregistré, oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui est l'autorité qui va certifier la transaction. Donc, ce n'est que quand ces étapes-là passent, sont validées, que, par exemple, la communication peut être établie. Je vais essayer de donner un exemple en allant sur le site de la... Je ne sais même pas si ça existe toujours. Voilà. Apparemment, ça existe toujours. Je voulais prendre un site web de l'État, du gouvernement. Voilà, c'est le site web de la primature. Quand vous ouvrez l'interface web ici, où il y a un certificat, il y a un cadenas pour montrer que le site est sécurisé. Vous voyez, sur mon navigateur, ça dit « Connection is secure ». Quand je clique dessus, on va me montrer le certificat. On dit que le certificat est valide. Alors, vous voyez là, comme on est une primature.gouv.cd, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations. Ils utilisent même Let's Encrypt. Oh là là, c'est gratuit ça. Mais bon, ça, c'est souvent les histoires de gouvernement. Donc, quand vous regardez là, vous voyez les niveaux de certificat. On vous montre ISRG Root X1. Le root, c'est ça la racine. C'est le monsieur là où ce certificat se cache. Bon, je vais aller sur
je vais aller sur un autre, non, France Télé, France 24, par exemple. On va aller sur un site, bon, je ne vais pas dire des Blancs, hein, mais un site des pays développés. Vous allez voir que là-bas, les informations qui sortent, c'est différent. Alors, on dit le certificat est valide, mais vous voyez que le certificat, je ne sais pas si vous voyez mon écran, on dit issued by. Non, non, nous ne les voyons pas. Bon, vous ne voyez pas mon écran. Nous voyons l'écran, mais le message qui apparaît, on ne voit pas. Le message dont vous êtes en train de lire. Oh, maintenant vous voyez, mais il faut me dire, non? Oh là là, maintenant vous voyez? Oh non. Maintenant vous Personnellement, voyez? je vois l'écran, mais je ne vois aucun message que vous On êtes en voit train l'écran, de lire. mais on ne voit pas le message dont vous êtes en train de parler. Je parle pas, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire le site de France 24 est visible, mais les propriétés que dont vous faites allusion, nous ne les voyons pas en tout cas. Ça n'apparaît pas. Vous n'êtes pas en train de Les, voir le les certificat. certificate viewer. Oui, c'est ça. C'est ça dont je parle. Oui, Le message, oui, mais ça ne s'affiche pas lorsque vous partagez. oh, vous n'êtes pas en train de voir le certificate viewer. Les certificate viewer. Non, non, ça ne s'affiche pas. Il n'y a que les sites qui s'affichent. Ah, ben, je comprends. Ben, un moment, attendez, je vais changer le sharing parce que le problème de notre, j'ai un Mac, les Mac sur Zoom, là, c'est compliqué par moment. Je dois changer les propriétés. Je dois lui demander de partager tous les onglets de l'application. Mais bon, on va, euh, attendez juste un moment. Je veux lui dire plutôt de partager ça parce que sinon, ben, je vais couper le partage même. Je vais continuer. Je vais faire ça autrement parce que là, avec cet ordinateur, ça va être compliqué de faire ça. Au niveau de, au niveau du navigateur, lorsque vous cliquez, vous pouvez essayer même pendant qu'on est en train de parler, au niveau du navigateur, lorsque vous cliquez sur l'icône du cadenas, ça va vous montrer, le cadenas là va vous montrer les détails du site web. J'essaye, je réessaye encore. Je ne sais pas si maintenant ça a changé. Vous voyez une portion de mon écran. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, on peut voir maintenant. Voilà. C'est ça un peu l'astuce ici. Alors, vous voyez le contenu du certificat. Donc, quand même, j'ai montré le site de la primature, vous n'étiez pas en train de voir. Hein. Oh là là, désolé. Alors, je vais ouvrir les deux au même moment parce que les deux sites ont des certificats. Vous allez remarquer, il y a sécurité et sécurité. Alors, ça, c'est le site, notre site à nous, de notre primature de la République démocratique du Congo. Vous voyez le certificat qu'on utilise, issued to, hein, ça a été délivré à primature.gouv.cd. Ça fait partie de quelle organisation? Aucune. Organisation unit, aucune, il n'y a rien. Mais la personne qui a émis cela, c'est Let's Encrypt, l'entreprise Let's Encrypt. Bon, pour ceux qui font les développements des sites web ou des applications web, vous savez que Let's Encrypt, c'est un site qui crée des certificats gratuitement. C'est normalement, vous ne payez pas pour ça. Mais le niveau de fingerprint, ici en bas, c'est l'algorithme de cryptage SHA 256 fingerprint et puis SHA-1 fingerprint.
c'est les niveaux de cryptage qu'il y a sur cet abonnement-là. Et ça, c'est celui de France 24. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus d'informations qu'il n'y a pas. Et il y a une entreprise qu'on appelle DigiCert. C'est parmi les grandes entreprises qui vendent les certificats. Je peux vous dire, les certificats de sécurité informatique, des serveurs email, des serveurs comment on dit, de messagerie électronique, des sites web. C'est vraiment des champions. C'est des champions, c'est eux ils se partagent avec Symantec la part du gâteau dans le monde entier. Donc, ici, je suis sur le site de orange.com. Vous voyez, quand j'entre dans le field Certificate Signature Algorithm, en bas, ça me donne les détails. Issuer, celui qui a celui qui a délivré. Donc, il y a suffisamment d'informations concernant la personne. Donc, le certificat, ce n'est pas la validité, ainsi de suite. Les certificats, ce n'est pas quelque chose de bidon. C'est pour ça que je vous partageais ça, juste pour que vous puissiez voir qu'un certificat, il a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Il faut qu'il y ait une signature, il faut qu'il y ait un certificat numérique, il faut qu'il y ait une autorité d'enregistrement. Ensuite, il faut avoir une autorité de certification. Si vous remplissez cette étape, parce que le certificat doit aller dans des serveurs dans le monde pour être checké, pour qu'on sache s'il est réellement valide. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça et puis vous mettez le certificat n'importe où. Alors, les clés, les fameuses clés dont nous parlons, les clés de cryptage. Oui, monsieur Samuel, apparemment, vous avez une question. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ma question, c'était par rapport au certificat de la primature. Est-ce que ça ne rassure pas d'avoir un certificat d'une entreprise qui offre gratuitement, même si c'est un certificat de sécurité, lorsque c'est gratuit, ok, le niveau de sécurité ne rassure pas aussi qu'une entreprise, par exemple, qui est bien établie et reconnue, qui offre aussi des certificats de sécurité, mais payants. Euh, moi, Moi-même, je suis de votre avis. Bon, Let's Encrypt, ce n'est pas mauvais, hein, ça marche, mais seulement vous ne payez pas. Normalement, les professionnels de la sécurité n'utilisent pas Let's Encrypt. C'est-à-dire parce que, écoutez, c'est gratuit. Je préfère, le problème avec ce qui est gratuit, tu ne peux pas te plaindre. Tu vas te plaindre chez qui? Parce que tu n'as même pas payé. Donc, c'est toujours encouragé. Vous êtes encouragé d'aller vers Komodo, DigiCert, Symantec, les gens qui vendent les certificats sur le marché. Et puis, ça ne coûte pas très cher. C'est peut-être $200 par an. Vous prenez, il y a un certificat qu'on appelle le star.star. Vous prenez tous les sites, tous les domaines, les sous-domaines de votre environnement, vous allez les mettre dessus et puis c'est fini. Mais souvent, on veut faire des économies. Malheureusement, donc vous pouvez aller sur des sites web, faites cet exercice à chaque fois que vous êtes sur Internet, allez sur un site web, regardez le certificat qui est derrière. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont très peu nombreux, les gens qui vont vraiment acheter des certificats. La plupart des hébergeurs, quand vous achetez des domaines, ils vont vous dire, nous offrons les certificats de sécurité. Et leur certificat, c'est Let's Encrypt. Parce que Let's Encrypt, c'est vraiment populaire, c'est très populaire. Malheureusement, ça peut conduire à des failles, mais je peux vous dire que, bon, ça passe, hein, ça passe, ça passe. Le navigateur voit que c'est du HTTPS. Voilà, les clés sont là, le trafic passe. Mais nous pensons que, ça c'est mon avis personnel, Let's Encrypt est en train de nous habituer à utiliser ces services. Un jour, ça deviendra payant. La plupart des gens qui vendent aujourd'hui, ils avaient commencé comme lui. C'était gratuit.
C'était gratuit. Il y a un antivirus qu'on appelait, vraiment il y a longtemps, dans la fin des années 90 et 98, on appelait ça PC-Cylline. PC comme ordinateur, Cylline comme amoxicilline, tout ça. C'était comme un antibiotique pour protéger le PC des virus. PC-Cylline est devenu aujourd'hui l'antivirus qu'on appelle Trend. Mais c'était gratuit. On ne payait pas ça. Microsoft aussi avait un antivirus, on appelait ça AVG. AVG. non, AVG, c'est venu après. Mais l'antivirus de Microsoft, on appelait ça AV quelque chose. Microsoft AV, Microsoft Antivirus. On ne payait pas. Et puis après, c'est devenu des problèmes et des problèmes. Aujourd'hui, Microsoft a créé le Bitdefender et toute la gamme. Et vous payez pour ça, pour ceux qui ne savent pas. Quand vous achetez la licence, vous payez pour ça. Ils vous font payer pour ça. Mais malheureusement, il y en a encore qui utilisent des cracks sur leur machine. J'espère que dans cette formation, nous sommes en train de prêcher les bonnes valeurs. Chers informaticiens, achetez la licence. Ne tournez pas les machines de l'entreprise avec des cracks. Parce que celui qui a fait les cracks, vous ne savez pas ce qu'il est en train de voler dans votre entreprise. Vous ne savez pas ce qu'il vole dans votre machine. Souvent, on le fait fièrement. On fait fièrement. On dit, ah, j'ai fini d'installer les Windows. Et ici à Lingala, même, on dit, c'est là, Nancy, ça n'a craqué. Vous allez voir le jeune homme là. Il met un logiciel qui fait plein de bruit. Et puis, il craque. Il se croit malin. Mais le logiciel qui craque, il se trouve où? Et il lit quoi? À quoi ce logiciel a accès? Qu'est-ce qu'il envoie? À qui il envoie? Et puis un jour, vous allez remarquer que non, toutes vos photos sont, tous vos fichiers sont dans les mains de quelqu'un. Ou encore votre machine, on vous demande de l'argent, payer une rançon pour avoir droit accès à vos propres données. C'est ça le problème avec les cracks et les logiciels non valides. Donc, je reviens à ce que je disais. Il faut comprendre que le certificat a besoin d'une autorité qui est émettrice, qui a les clés publiques, et c'est vers cette autorité que la vérification se fera. Alors, comment est-ce que les machines vont gérer les public keys, ce qu'on appelle Public Key Infrastructure, les PKI? Comment est-ce que vous allez les gérer? C'est par des processus, des algorithmes qui sont mis en place. Il y a un slide qui va montrer un peu rapidement. Lorsque la communication va être établie, l'autorité, l'utilisatrice ici, Alice, fait un request, elle fait une requête. Le RA vérifie parce que c'est lui qui a un registre. Il va aller demander maintenant à l'autorité. Vérifie réellement Alice, c'est la personne qui a droit à ça. Et puis, le CA va répondre à Alice. Vous voyez, ce triangle-là, c'est ça la manière dont les clés sont gérées. On va vérifier si c'est Alice, et vraiment si c'est Alice qui vient chercher accéder à cette communication. Souvent, pour ceux qui utilisent les certificats, vous savez qu'aujourd'hui, les certificats sont utilisés aussi pour se connecter dans un réseau. J'ai voulu que nous puissions vraiment parler de ça parce que la plupart d'entre vous, vous mettez vos données dans les clouds. Je suis sûr, peut-être, sauf, attendez-moi rapidement, je regarde les gens qui sont dans la salle, sauf peut-être, je ne citerai pas le nom de l'entreprise, mais sauf peut-être une entreprise qui est là, qui peuvent avoir des serveurs localement dans leur data center, un ou deux. Mais la plupart, votre SIG, votre système bancaire se trouve dans le cloud. Et vous savez que la loi sur le numérique
vous interdit cela. Bientôt, l'État va mettre en place un bureau, une agence, et cette agence-là va commencer à vous pourchasser, vous tous qui donnez aux étrangers l'accès aux données des Congolais. Parce qu'il faut nous protéger. Si on a des problèmes avec ces pays-là, et les gouvernements de ces pays-là disent, OK, qu'ils aient plus accès aux données, papa, c'est l'information des comptes bancaires des gens. Certains croient que mettre les choses dans les clouds, c'est la sécurité, mais oui, c'est une sécurité, mais c'est une sécurité si vous sécurisez le tunnel. Alors, comment est-ce que vos utilisateurs peuvent profiter du certificat? Ça, c'est là où ça peut devenir intéressant. Lorsque vous êtes dans votre réseau, il y a des machines. Je vais prendre écrit sur le tableau. Là encore en train de charger. Voilà. Je pense que vous êtes en train de voir un tableau tout blanc. Ben, je l'espère, hein? Parce que le problème du whiteboard, des fois, on dit two people, ben, vous êtes déjà en train de voir, non? Oui, oui, c'est tout blanc. Ah, mais vous voyez Maintenant, aussi. je vois un bold texte. Ouais, c'est bon maintenant. OK. Alors là, c'est les PC de votre réseau. J'espère que vous voyez ce que je dessine aussi. Oui, oui. Ben, Non, en chez tout moi cas, ici, je ne vois rien, en tout cas. oh, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit que je suis en train de dessiner? Oui, oui, on voit serveur Oui, oui, PC. on voit. Ah, en tout cas, mon frère là qui dit qu'il ne voit pas. En tout cas, c'est Moi non plus, je ne vois pas. vous utilisez quoi? Les téléphones? Peut-être aussi les téléphones. Bien, Oh. ils doivent avoir touché quelque part. Moi, Ah, je suis devant mon PC. Ah, là c'est bon, ça apparaît. bon, c'est votre Internet alors qui vous bloquait un peu ou qui était un peu lent. Alors, ce dont nous sommes en train de parler, c'est quoi? La plupart ont des applications au niveau du web. Application, j'écris application bancaire. C'est là où vous passez les écritures. Et comme vous le savez, la base de données dans les banques, excusez-moi, le courant vient de couper là où je suis, mais bon, ça ne nous coupe pas, ne vous en faites pas. Ce sont les batteries qui bipent. Donc, vous avez les applications bancaires. Ben, je vais couper ma vidéo parce que vous risquez de ne plus y revoir. Vous avez les applications bancaires, vous avez les écritures de tout ce qui s'est fait dans l'entreprise, les entrées et les sorties. Comme vous êtes tous des institutions financières, vous connaissez, il y a une opération majeure qui s'est faite dans toutes les banques, c'est qu'on va faire l'équilibre. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre institution, mais l'équilibre des comptes, c'est chaque banque, le matin, par exemple, on se réveille, mettons, on a, prenons 100 000 $ dans les comptes. C'est vendredi. Les gens sont venus dans l'agence, ils sont venus déposer, certains sont venus retirer. Alors, quand on rentre à la maison, on ferme la banque, le directeur des opérations doit faire l'équilibre des comptes. Maintenant, en faisant l'équilibre des comptes, on va regarder qu'il y a une dame qui était venue déposer 20 000 $, un autre monsieur était venu retirer 4 000. On avait 100 000. On a ajouté 20. On a enlevé 4, par exemple,
pour s'arrêter à ça, ça veut dire qu'on est à 116 000. Ce sont des opérations. Maintenant, imaginez ça dans une banque, plus elle est grande, plus elle a des agences, plus les opérations se multiplient. Mais l'agent qui consulte le système bancaire, entre lui et le système qui est dans le cloud, en France, en Irlande, ou je ne sais pas, à Ouganda, parce qu'il y a des Ougandais aussi qui développent, les Kenyans, des applications surtout que le COPEC et les IMF utilisent. Moi, j'en connais, on en a déployé une ici à Kinshasa pour une IMF qui travaille avec les catholiques, les réseaux catholiques. Donc, ils sont aussi bons, on va dire comme ça. Hein. Ils sont sur le marché. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que entre vous et le site web ou l'hébergeur de l'application, il faut mettre en place des protocoles de sécurité. Je ne vais pas vous demander comment ça se fait dans votre entreprise, mais parce que nous sommes en train d'étudier, il est important d'insister. Vous devez penser à chiffrer les données qui sortent de votre entreprise. Pensez aussi aux certificats. Maintenant, pour implémenter les certificats, entre votre PC et votre serveur, il faudrait, et c'est là que je vais ajouter un dessin, il faudrait qu'on puisse avoir une autorité de certification. C'est lui qui va, j'écris en abréviation CA, l'autorité de certification, c'est lui qui va créer, si on peut dire comme ça, le certificat et qui va le rendre disponible pour qui veut l'utiliser. L'autorité de certification, il donne à votre PC et il donne aussi au serveur. Du coup, le serveur a la clé, le PC a la clé. Si vous le faites dans votre réseau, il n'y aura que les machines qui ont le certificat d'autorité qui pourront parler avec votre serveur. Maintenant, pour le faire, j'insiste, vous devez faire tout un projet avec l'hébergeur de votre application. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça un beau matin et puis vous décidez, oh non, nous on veut tel ou tel. Il faudrait que votre autorité de certification puisse accepter cela. Sinon, ça sera un désordre total. Vous risquez de perdre toutes vos données. C'est une des façons de sécuriser les données pour qu'il n'y ait que des machines qui ont les certificats. Aujourd'hui, par exemple, pour donner une illustration, si vous connaissez les gens qui sont les super dealers de Vodacom ou de Airtel, les gens qui revendent M-Pesa, Airtel Money, vous ne pouvez pas vous connecter sur ces systèmes-là si vous n'avez pas un certificat. Vodacom, Airtel, lui-même vous envoie un fichier de certificat. Vous le prenez, vous l'installez sur votre machine. Ce n'est que lorsque vous avez fini d'installer ce certificat que vous pourrez vous connecter au serveur parce que c'est un serveur qui gère l'argent, la monnaie électronique. Alors, ils ne font pas que la sécurité par username and password. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la façon la plus empirique aujourd'hui de sécuriser. La sécurité par mot de passe, c'est devenu banal parce que certains font des mots de passe n'importe comment. Et une des choses qui peut vous permettre de créer facilement une autorité de certification, c'est ce qu'on appelle Microsoft
Active Directory. Si vous connaissez Active Directory, je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent Active Directory ou qui l'utilisent dans leur réseau ici. Ah, là, j'ai besoin de vous, hein? J'ai besoin d'une réponse. Oui, oui. On utilise et on configure même ça, hein. OK. Vous avez créé aussi des certificats? Oui, oui. Nous avons, en fait, normalement, nous avons un serveur où on a notre CA, hein, notre CA serveur. Parce qu'il y a pas mal d'applications qu'on a aussi déployées en interne ou même des applications web, etc. Ou tout ce qui demande d'authentification, on a notre propre certificat en fait. Mais vous travaillez pour quelle entreprise, si ce n'est pas un secret, là, de Polichinelle? Non, non, c'est pas un secret. Je travaille pour Equity BCDC. Ah, c'est pour ça que moi, je sais, j'ai toutes les listes, je sais pour qui. C'est une grosse machine. Ah, mais vous écoutez ce que les amis font chez Equity. Donc, tu ne peux pas te réveiller comme ça. Mais la plupart des gens qui sont ici, surtout les institutions que j'ai visitées à Goma, la plupart ont des contrôleurs de domaine. Ou encore, ils ont le moyen de se procurer ça. Les amis, Windows, aujourd'hui, je ne vous conseille pas 2016, c'est vieux. 2019, c'est un peu vieux aussi. 2022 existe. Achetez ça, demandez à votre banque. Vous faites beaucoup d'argent. Il y a encore des gens qui ont Windows 2012 serveur. Si vous ne le saviez pas, le produit est expiré. Depuis le 10 octobre 2023, il est end of life and end of support. Ça signifie que Microsoft a dit qu'il ne va plus fabriquer des mises à jour pour ça. Tu ne peux pas trouver des correctifs. S'il y a une faille, oh non, ma machine redémarre. Tu appelles Microsoft, Microsoft te dit achète le 2022 parce que je ne supporte plus ça. Ça dit Microsoft s'est désengagé par rapport à ça. Donc, pensez à acquérir Active Directory pour joindre vos machines au domaine, gérer les sessions des utilisateurs, savoir qui veut se connecter, mais aussi particulièrement dans Active Directory, il y a quelque chose qu'on appelle, excusez-moi, il y a quelque chose dans Active Directory que je dois fermer en fait le tableau, OK, qu'on appelle gestionnaire des certificats de sécurité. Et c'est une fonctionnalité très importante dans Active Directory. Ça vous permet, en le faisant, en fait, c'est la manière, je veux dire, la plus facile de créer un certificat. Maintenant, si des grosses machines comme Equity, bon, vous comprenez que là-bas, ça ne blague pas. Ils ont les moyens, mais ils ont surtout une politique de sécurité. Ils comprennent que c'est très important. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire tourner les applications sans avoir une autorité de certification. J'avais une préoccupation. Je vous en prie. Alors, pour nous, par exemple, nos serveurs sont sur cloud. Alors, nous avons, donc, toutes les agences se connectent via ces serveurs, donc, en ligne, quoi, dans les clouds. Maintenant, est-il important de créer Active Directory au sein de l'institution? Le moment où nous avons les agences ici et là, nous sommes en train de vouloir créer l'agence à Beni, nous avons des agences à Goma. Alors, comment Active Directory maintenant pouvait fonctionner? Ben, la première question, est-ce que les agences sont interconnectées? Il y a un lien physique, réseau entre les agences? Non. Mais ce que je vais dire, bon, là, je ne suis pas en train de donner un cours d'Active Directory, mais parce qu'on est en train d'en parler, c'est important.
c'est important que vous puissiez avoir Active Directory parce que le but d'Active Directory, ce n'est pas de gérer les certificats. Active Directory vous permet de gérer les utilisateurs, de créer des mots de passe, de dire qu'un mot de passe d'un utilisateur ne peut pas être le même pendant un mois. C'est-à-dire, à partir du 29e jour, 27e par exemple, si vous le voulez, tout ça c'est à configurer dans les scripts. Vous commencez à les obliger à changer leur mot de passe. Et vous pouvez dire, tu ne peux pas utiliser le même mot de passe que tu as utilisé le mois passé. Donc, vous dites, tu dois changer de mot de passe. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec Active Directory. Vous créez des permissions, des groupes d'utilisateurs. Et aussi, vous créez ce qu'on appelle une autorité de certification. Donc, ça va vous permettre de gérer les machines des gens de manière plus professionnelle. Quand quelqu'un vient le matin, son mot de passe, c'est sur le serveur que tu le crées. Ce n'est pas sur la machine en local. Tu entres dans utilisateur, tu tapes. Non, non. Tu prends une machine professionnelle d'un bureau professionnel. Le but ici, c'est d'avoir une gestion centralisée. Les mots de passe sont centralisés. C'est-à-dire, vous, même quand vous démissionnez, le prochain qui vient, il a aussi accès à ça. Mais si on doit commencer à appeler, ah tiens, Foulani, c'est toi qui avais installé ça, les mots de passe que tu avais mis, c'est quoi? Souvent, vous entendez ça chez les IT. Tu avais mis quel mot de passe? Non. Mais si c'est Active Directory est là, il va gérer pour vous cette partie. Alors, pardon, je vais vous partager. Donc, si je comprends bien, il faut d'abord interconnecter toutes les agences. Bon, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas voulu aller dans ce sens-là d'abord. Même l'agence principale, vous pouvez mettre. Mais une façon moderne aujourd'hui, une façon moderne de travailler sur Active Directory, c'est d'aller sur Office 365 de Microsoft. Comme vous êtes déjà dans le cloud, vous mettez l'autorité dans le cloud. Il peut y avoir un serveur physique qui réplique au niveau de l'agence principale de votre entreprise, par exemple. Vous mettez un serveur qui réplique, on appelle ça Azure Connect. Celui qui se connecte là-bas, on ne sait jamais si on coupait l'Internet, c'est lui qui localement va continuer à gérer. Mais si les gens n'ont pas de fichiers à s'échanger, par exemple, l'agence de Butembo n'a pas de données à transmettre à l'agence de Goma, pourquoi les interconnecter? Ils vont aller se rencontrer sur Internet. Alors, allez sur Office 365 qui va vous donner un serveur Active Directory ou des services Active Directory, mais dans le cloud. Et c'est fini. Comme ça, l'autorité, vous le créez dans Active Directory aussi dans les clouds, mais avec des implications en local sur les machines. Parce que entre nous, Active Directory fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et pour une institution bancaire, c'est le minimum vraiment à avoir. C'est le minimum. Quelqu'un ne peut pas venir dans votre réseau, il utilise les mêmes mots de passe pendant 2 ans. Non, ça n'a pas de sens. Ça signifie vraiment, c'est comme la jungle. Donc, il faut gérer les utilisateurs, gérer leurs permissions. Avec Active Directory, vous donnez même les heures pendant lesquelles les gens peuvent se connecter, vous les rejetez, ainsi de suite. Merci. Donc, on manage les utilisateurs, quoi. Oui, c'est ça le mot. On manage les utilisateurs. Merci. Alors, vous permettez, je vais partager une vidéo. Je vous laisse suivre ça. Vous ne pouvez pas de la musique, ne dansez surtout pas. Allez-y. Derrière ne pas penser.
voyez comment il peut se retrouver sur une- un temps de pause. Vous pouvez Voilà. zoomer, s'il vous plaît? Ça va- avec la plateforme. Je pense que c'est clair comme ça. Je vais faire un plein écran. Voilà, là vous avez, je pense, une meilleure expérience utilisateur. C'est une vidéo de 5 minutes, donc ça n'a pas duré très longtemps. Alors, c'est comme ça que sous Active Directory, on peut créer une autorité de certification. Vous voyez là-bas, il clique, autorité de certification. Vous pouvez choisir aussi répondeur en ligne, c'est-à-dire que les gens vont commencer à venir vérifier chez lui. Alors, si c'est le premier, il va gérer les KPI. Les histoires dont je parlais là, c'est lui qui sera l'autorité racine. Ce qu'on a vu, on appelle le root en anglais, R-O-O-T. Et vous voyez là, il crée une clé privée et puis on vous demande l'algorithme de hachage, ce qu'on appelle le SHA. Et vous choisissez le hachage et la longueur de la clé 2048. Ça c'est une clé, vous pouvez même prendre 12 ans avant de la décrypter. Le temps que vous avez fait pour décrypter ça, on change encore des machines. 12 ans encore, donc vous ne m'attraperez jamais. En tout cas, c'est important de prendre des niveaux de cryptage élevés. Alors là, c'est la validité du certificat. Par défaut, sous Windows 2022, ça vient avec 5 ans. Je pense déjà à partir de 2016, vous avez déjà 5 ans quand vous créez un certificat. Donc, dans une entreprise qui manage des données, c'est très important. Et cette partie ici, c'est aussi important, le dossier où vont résider, où va résider la base ou les bases de données de tous ces certificats. Parce qu'après, ce certificat, il faut l'exporter, il faut le distribuer dans le réseau. Donc, les informations sont là. Et une fois que vous allez cliquer « Configurer », ça va être configuré et ça devient quelque chose d'exportable. C'est-à-dire, vous pouvez maintenant donner ça aux utilisateurs ou aux machines, du moins de votre réseau. Et seuls ceux qui ont cette clé pourront continuer à bénéficier des services réseau. Donc, Active Directory peut servir à beaucoup de choses. Ça peut vraiment vous aider. Sinon, sous Linux, pour les gens qui aiment Ubuntu, Debian, Red Hat ou CentOS, on peut aussi créer des certificats. Donc, peut-être que si on en a l'occasion, on vous partagera aussi une image dans ce sens-là. Là, maintenant, après avoir ajouté les services, on va dans l'onglet Autorité de certification. Et là, vous voyez le certificat qui a été installé. Ça, c'est l'autorité. À chaque fois, on va créer des certificats et si ça va se trouver. Bien sûr, pour l'installation de Windows, il y a différents produits. Il y a déjà des modèles de certificats qui sont là. Si vous voulez les utiliser, il suffit de faire un clic sur un et puis vous y allez. Donc, je vous encourage à aller dans vos machines respectives. J'espère vraiment que vous avez un petit lab. Hein. Un IT doit toujours avoir un petit environnement avec une machine virtuelle où il peut avoir à faire ces petits exercices.
C'est toujours important. Voilà, revenons rapidement sur les moyens d'authentification. Et ça va aller très vite. Les moyens d'authentification, j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, il existe plusieurs moyens. Vous avez le fameux mot de passe. Vous avez la carte à puce. Vous avez les données biométriques. Aujourd'hui même, il y a des mots de passe qui sont gestuels. Un geste, il y a un geste. Tu dois faire ça à la machine. Tu bouges les mains, la machine reconnaît. La machine sait reconnaître mes habitudes. Il y a une entreprise américaine, américano, on va dire israélien, qui a même créé des systèmes dans lesquels on mesure les habitudes. C'est-à-dire quelqu'un, quand il vient dans sa machine, on sait que lui, quand il vient, il ouvre toujours Google et puis il va, par exemple, sur les sites des informations. On appelle ça behavior, hein, behavior recognizer, c'est-à-dire reconnaissance des habitudes. Alors, il va savoir que ce n'est pas lui aujourd'hui, parce que lui, quand il vient dans sa machine, il ouvre toujours Internet par Google Chrome. Il n'ouvre jamais Firefox. Et avec cette couche d'intelligence artificielle, on peut commencer à soupçonner que celui qui est sur la machine n'est pas la personne habituellement. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait tellement de choses, hein. Il y a notre ami Junior Koudra des Ekima, que je salue en passant. Junior, tu n'es pas venu avec ton intelligence artificielle qui prend les notes. J'ai réussi à le désactiver. Je ne sais pas s'il va encore revenir. Mais ce Junior est riche. Il a un robot avec qui il entre dans les cours. Ce robot-là, il écrit tout ce que moi je dis. Voilà, c'est magnifique, vous voyez. L'intelligence artificielle, là, c'est trop puissant. C'est pourquoi je vous dis que le mot de passe ne va plus résister longtemps. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut dessiner, on peut faire des cartes de visite, on peut faire tout ce qu'on fait entre guillemets aujourd'hui. Et c'est dangereux. Alors, les principaux types des facteurs d'authentification sont les facteurs de connaissance. Il faut aussi bien retenir ceci. Facteur de connaissance. Un mot de passe, un facteur de connaissance, c'est-à-dire le prétendant connaît. Les facteurs physiques, ça peut être un smartphone, un badge, une clé. Ça, c'est physique, c'est immatériel. Il y a des facteurs biologiques. Une empreinte digitale, c'est votre corps, c'est votre vie. La reconnaissance vocale, faciale, l'iris de l'œil. Aujourd'hui, presque tous les téléphones ont ça. Mon téléphone que je tiens en main, là, dès que je mets comme ça, mon téléphone sait que c'est moi, lui-même se déverrouille. Presque vous tous, vous avez ça dans vos téléphones. C'est que vous avez tous des iPhones. Et avec les iPhones, vous faites ça facilement. Alors, sachez-le, c'est très important. Pensez aux mécanismes pour protéger les sessions des utilisateurs et la transmission des données des utilisateurs. J'avais voulu que nous puissions clôturer cette session en parlant de la protection et de la prévention contre le détournement des sessions. Le détournement des sessions, c'est-à-dire là où quelqu'un est en train de vouloir travailler sur par exemple, le logiciel qui est en ligne, un hacker, quelqu'un peut se mettre entre votre serveur et votre machine, entre votre serveur et les machines de vos utilisateurs de votre réseau. Donc, très important de savoir vous protéger de ça. Man middle.
Pardon, vous avez dit? C'est le main middle. Ah, OK. Mais donc, il y a quelqu'un au milieu de votre réseau. Il intercepte toutes les informations qui viennent du serveur et des machines clientes, quoi. Ah oui. Donc, maintenant, parce que vous en parlez, vous faites quoi pour lutter contre ça? Dans votre réseau, vous faites quoi? Vous avez mis quoi en place? Alors, premièrement, j'ai mis le système d'authentification. Donc, si votre adresse MAC n'est pas identifiée dans mon routeur, vous ne pouvez pas passer. Ah, bravo. Ça, c'est très bien. Ça, c'est déjà très bien. Maintenant, les Mac, on les vole pas. Les adresses MAC, Oui. bon, on peut voler la machine. Bon, Non, si vous on ne n'avez parle pas de voler la machine. Voler non, l'adresse. l'adresse, à moins que vous ayez mes mots de passe des mes routeurs, quoi. L'adresse MAC, on ne peut pas voler parce que ça, c'est vraiment unique à la machine. Mhm. Bah, malheureusement, je ne suis pas dans un cours d'éthique et hacking. Vous me faites rire. L'adresse MAC, je vous réponds, on peut voler ça. Oui, on peut voler. Ça se vole, non? On peut aussi dupliquer ça, hein. On peut aussi, il y a des Voilà. applications qui nous aident à dupliquer. Quand vous Ah, faites de la virtualisation, vous pouvez, voilà. voilà. D'ailleurs, les gens qui travaillent sur Linux, s'il y a des gens qui travaillent sur Linux ici, vous savez qu'en Linux, vous pouvez éditer l'adresse MAC. Vous pouvez vous-même écrire, taper l'adresse MAC que vous voulez, que votre carte réseau puisse avoir. Donc, si un voleur a l'occasion de travailler sur votre machine et il sait que vous faites la sécurité par MAC, il tape seulement les commandes, il fait un ipconfig/all et il récupère ce fichier et il exporte, il met comment on appelle ça, le signe de supériorité pour exporter ça dans un fichier. Et ça part, il récupère ce fichier-là. Papa, laisse lui-même créer sa propre machine en Linux. C'est-à-dire, c'est lui qui veut faire du mal a le temps de faire ça. Malheureusement, nous, la plupart d'entre nous, on réfléchit comme si on était au ciel ou on était à l'église. Il faut toujours penser qu'il y a des gens qui cherchent à vous faire du mal, à voler les données de la banque. Mais c'est bien. Ce que vous faites déjà, je suis très, très content d'écouter ce que vous faites chez vous, la sécurité par MAC adresse. C'est basique, mais c'est déjà très important. C'est déjà Merci. quelque... Oui, monsieur Willy? Non, je vous remercie pour la réponse, quoi. Ah, OK. Alors, je vais proposer deux types de méthodes de protection. Il y a des protections, ce que j'ai appelé standard, et puis il y a des méthodes de protection, on va dire un peu pour les développeurs des applications. On conseille d'utiliser le SSH au lieu d'utiliser le Telnet. Le SSH, comme vous le savez, c'est le Secure Socket, c'est-à-dire vous avez une session sécurisée avec l'équipement, alors que le Telnet, les données circulent en clair dans le réseau, il n'y a aucun cryptage. Pour ceux qui utilisent souvent les machines Linux ou bien les routeurs, les firewalls, quand vous démarrez une session SSH, on vous envoie une clé. On dit accepter la clé. Ce n'est que quand vous acceptez la clé, vous l'installez. C'est ça la clé de cryptage SSL qui vous permet de causer avec l'appareil. Deuxièmement, il faut penser à implémenter des fonctionnalités de déconnexion. Les fonctionnalités de déconnexion, j'en parlerai. C'est quoi? Quand vous avez une machine qui cause avec votre serveur, le SIG serveur qui est dans le cloud, par exemple, dès que vous avez commencé à travailler, il y a tout un tas d'informations qui circulent entre votre machine et votre serveur. Le serveur va vous donner ce qu'on appelle l'identité de connexion, le ID, Session ID. La session d'identification, c'est quelque chose que les gens volent aujourd'hui, que les hackers volent.
Ils ont besoin de cette information pour se faire passer pour vous. Et c'est ce qu'on appelle souvent les cookies. Les cookies sont en fait, c'est des biscuits en anglais, mais les cookies, ça vient du monde Unix. Dans le Unix, le cookie, c'était une sorte de mot de passe. Un cookie, c'était un mot de passe qui était partagé entre deux machines. Alors, on a utilisé ces mots-là qui venaient du monde de l'Unix pour appeler la technologie qui facilitait de préserver les sessions. Bon, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont connu un navigateur web qu'on appelait Netscape. Netscape, des gens qui ont utilisé l'ordinateur vraiment il y a longtemps. Hein. S'il y en a ici, s'il y a quelqu'un qui a utilisé ça, en tout cas, ça fait longtemps que vous êtes dans l'informatique. Parce que Netscape, c'est eux qui ont inventé les cookies. Moi, j'ai utilisé ça, les années 90, je pense. Les années 90, jusque peut-être, je pense que Netscape, ça s'appelait Netscape Navigator. L'icône, c'était un symbole comme je ne sais pas comment on appelle ça, le volant d'un bateau, vulgairement. Je cherche le mot technique, ça ne vient pas. Donc, ça avait cette représentation-là. Netscape, c'est eux qui ont inventé les cookies parce que quand quelqu'un s'était connecté dans un site web et qu'il voulait se reconnecter la deuxième fois, Netscape avait inventé qu'il pouvait garder le même numéro de session. Aujourd'hui, par exemple, vous ouvrez votre navigateur. Vous allez sur, mettons, Facebook. Ah, merci, M. Samuel, le gouvernail du bateau. Vous allez sur Facebook, mais vous allez remarquer la prochaine fois que vous entrez sur Facebook, Facebook ne vous demande pas qui vous êtes. Pourquoi? Parce que Facebook conserve l'ID de votre session au travers de vos cookies. Mais il les garde où? Dans votre machine. C'est pour ça que dans la loi de GDPR, la réglementation générale de protection des données, les Européens ont décidé que pour tout celui qui veut sauvegarder ses cookies dans la machine de quelqu'un d'autre, il doit lui demander la permission. Si vous étiez déjà des utilisateurs d'Internet, vous savez qu'il y a 3 ans, personne ne demandait à qui est-ce que tu veux sauvegarder les cookies. On entrait comme ça, comme on veut. Mais depuis que la loi européenne l'a exigé, si tu as un serveur web et que quelqu'un se connecte sur ton site, la première chose, tu dois demander l'autorisation. Tu ne peux pas faire comme un voyou. Tu prends directement, tu commences à enregistrer parce que c'est enregistrer les choses qui viennent du serveur. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais les cookies peuvent devenir dangereux. Et les hackers, quand ils travaillent dans le réseau, ils cherchent à entrer dans votre machine, vous envoyez des virus pour récupérer les clés de vos sessions. Parce que ça se trouve dans un dossier. Dans les dossiers user sur Microsoft, les cookies de la session de chaque personne se trouvent là. Si c'est par exemple le navigateur Chrome, ça va se trouver dans un dossier spécifique. Je pourrais vous donner un document que vous pourrez lire, mais c'est très important de savoir protéger ce que j'ai appelé les sessions en implémentant les fonctionnalités de déconnexion. Votre serveur web ne doit pas continuellement garder les gens actifs. Quelqu'un s'est connecté à 8 heures, mais il n'a rien fait pendant 30 minutes. Déconnectez-les, coupez la session. Maintenant, là, c'est maintenant au niveau du serveur web de dire non, non. Si quelqu'un est connecté, il faut qu'il reste connecté. Si on remarque qu'après 30 minutes, le gars n'est pas connecté, allez, chassez-le. On fait expirer sa session. C'est ce qu'on appelle les fonctionnalités de déconnexion. Monsieur Chimana, vous avez désactivé votre micro. Vous avez un point? J'aimerais demander donc, par rapport à ce que vous venez de parler, c'est le phishing attack ou bien c'est différent du phishing attack? Quoi qui est différent de phishing attack? Je ne comprends pas. Ça veut dire on vous envoie un fichier pour les cookies
Ah, ben bon. Ben, le phishing attaque, ça, ce n'est qu'une façon d'attaquer. Bon, l'attaque par phishing, c'est le mail. Ça s'envoie par un mail. Mais les processus pour récupérer les données, ça peut être par un site web, hein. Vous êtes en train de naviguer sur les sites. Les gens qui aiment les sites à caractère pornographique, les gens qui aiment les cracks, vous avez remarqué que, je ne sais pas, il y a des gens qui sont allés déjà dans les sites des cracks ici. Je ne sais pas, si vous êtes là, manifestez, vous en êtes en classe. Hein? Mettez même la main, je ne sais pas quoi. Vous êtes déjà allé dans un site des cracks, là où on télécharge les cracks. Et personne ne répond ici. Vous êtes tous sages. Si, moi, Oh. je suis allé. Ah, OK, merci. Il a dit une fois. Ah, mais c'est Julio. Bon, les informaticiens, vous savez qu'on va souvent dans les sites là-bas. Hein. Mais vous avez déjà remarqué que dans les sites des cracks, il y a beaucoup de nudes. Hein, il y a beaucoup de nudité. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi je suis venu chercher la clé des acrobates? Pourquoi on me demande des femmes dévêtues? Moi, je ne cherche pas les femmes. Je suis venu chercher la clé de Windows ou la clé de Office 2023 que je vais mettre dans ma machine pour avoir le dernier Outlook. Mais pourquoi c'est une femme nue? Parce que justement, les sites des cracks sont des sites pollués par des pervers, je m'excuse de le dire comme ça, et ces pervers sont souvent des voleurs. Donc, le crack, monsieur Chibana, vous qui parlez de phishing, il n'y a pas que par le phishing qu'on va récupérer vos choses, c'est par les cracks, par exemple. Parce que le crack que vous installez juste sous votre Windows, qui boot quand votre Windows boot, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Les cracks de Windows, les cracks d'Office, les cracks d'Acrobat, les cracks de WinRAR, de WinZip, toutes ces histoires illégaux, vous pensez que c'est gratuit, mais celui qui achète moins cher paye plus cher. Vous allez vous Maintenant, retrouver. M. Roger, par rapport à ça, parfois nous les Haïti, nous demandons à nos dirigeants que nous devons acheter la licence pour nos logiciels, donc Microsoft, Windows, et ils voient que c'est beaucoup d'argent. Comment nous pouvons procéder pour leur faire comprendre que c'est très... Je comprends votre préoccupation. Est-ce que quelqu'un peut lui répondre? Est-ce que quelqu'un peut avoir une réponse à proposer? J'ai la mienne, je garde pour la fin. Ouais, je peux intervenir. Je vous en- Oui, c'est je vous mieux, en- c'est bien bon de refuser, mais il faut présenter les deux côtés des choses, en fait. Les avantages d'avoir une clé, une licence et les méfaits, en fait. Donc, si ils sont d'accord, vous présentez les deux situations, c'est à eux doivent revenir la décision. Si ils acceptent le risque là d'évoluer avec les CAC, d'être piratés un jour, d'accord, vous évoluez parce que la décision leur appartient, mais de votre côté en tant qu'expert, vous pouvez leur dire que moi, j'ai choisi la licence ou les certificats parce que ça nous protège contre ça et ça. OK. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Soula. Je vais donner une réponse à deux niveaux. La première, elle est technique. D'expérience, les quelques années que j'ai dans le métier, les réseaux où il y a les cracks, vous allez remarquer que l'Internet, votre Internet est toujours bas. Et des fois, vous allez voir ces gens en train de se disputer avec les providers. Ah, ajoutez, la bande passante est mauvaise. Mais les jours où vous allez acheter les licences, vous installez sur les machines, vous allez remarquer que même la consommation d'Internet change. Ça, c'est sur le plan tout à fait technique. Parce que les cracks, ça ouvre des tas de poches. Ceux qui ont, par exemple, des adresses publiques, vous allez remarquer que votre hébergeur peut même vous appeler pour vous dire Paramount, l'entreprise qui produit des films, par exemple, est en train de vouloir il se plaint, il veut me coller un procès. Mais toi, tu dis, mais moi, je ne télécharge pas des films. Mais le crack que vous avez dans votre réseau, ça fait des choses que vous ne contrôlez pas. Ça, c'est la première chose. Il faut montrer aux dirigeants que les cracks, c'est un programme qui est venu soi-disant
me permet d'utiliser un logiciel à vie. Ça me fait rire certains cracks quand vous l'installez. Vous voyez, par exemple, un logiciel qu'on installe, on est en 2023, ça vous dit, le logiciel est valide jusqu'en 3023. 100 ans. Ça, c'est quelle gentillesse. Quand il me donne 100 ans d'acrobate professionnel, qu'est-ce qu'il me prend? Ça, vous ne savez pas. Le problème des cracks, c'est d'abord à ce niveau-là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait d'autre. Vous savez que ça bloque le compteur du logiciel, mais vous ne savez pas ce que ça fait à part ça. Première des choses. Et troisième, c'est un conseil de management. Ne prenez pas le poids de l'entreprise sur vous. Aujourd'hui, je préfère que je puisse dire à mon directeur, à ma direction, l'heure est arrivée à la fin, je préfère dire à ma direction que je ne peux pas travailler, je ne veux pas exposer les données de l'entreprise. Donnez-moi l'argent. Si vous ne voulez pas, si je mets le crack, je vais faire un courrier officiel et vous devez me signer ça. Parce que le jour où il y aura perte de données, fuite de données, que personne ne puisse m'attaquer. Ça, c'est mon conseil. Parce qu'après, on va dire non, tu es informaticien, pourquoi tu n'avais pas trouvé la solution? Mais la solution, c'est celle-là. Ou si l'entreprise ne veut pas aller sur du open source, acheter Ubuntu, il y a Office, Open Office, c'est gratuit. Je connais, il y avait une entreprise dans RDC, c'est Tigo, dans les années 2009, 2010, j'ai travaillé chez Tigo. Tigo avait décidé de baisser les coûts. On payait 300 000 $ à Microsoft pour les licences chaque année. La direction nous a demandé depuis Luxembourg de baisser les coûts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le call center où il y avait peut-être 300 machines. On les a mis tous sous Ubuntu. Ça fait qu'on a chuté, on a commencé à payer peut-être dans les 70 000 $. Vous imaginez la proportion, c'est la quatrième partie de 300 000 pratiquement. C'est comme si vous divisez ça par 4. Et ça, le management était content. Mais après, les utilisateurs ont commencé à pleurer parce qu'il y avait des tas d'applications qui ne marchaient pas. Nous avons mis en place des bureaux distants Citrix. On a installé Citrix. Et il y avait des serveurs, des produits qui ne tournent que sur Microsoft étaient là-bas. Donc, tu es sur ta machine Ubuntu. Si tu as besoin d'une application qui est que sur Microsoft, tu as un bureau virtuel là-bas dans Citrix et tu bosses. Donc, c'est des choses à envisager. Peut-être vous allez sur du open source. Moi, j'encourage les IT à ne pas jouer au héros. Parce que le jour où ça va barder, vous allez voir, les managers vont vous sacrifier. Ils vont nier que c'est eux qui ne vous avaient pas donné l'argent. Merci pour cette précision. Okay. Sinon, c'est le cas à toucher même. Donc... Mais je sais, je comprends ça bien. C'est pour ça qu'il faudrait valoriser votre travail d'informaticien en expliquant souvent comme en forme de projet. Vous mettez ce qu'on appelle en gestion de projet le SWOT analysis. Hein? Strength, weakness, opportunities and threats. La force, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Vous dressez un tableau, vous donnez au management. Le management comprendra que le business est en danger et ils vous donneront accès à l'argent ou au budget. Merci, M. Roger. Voilà, bon, l'heure est arrivée à la fin, donc je vais juste lire, mais retenez qu'on n'est qu'au point 2 de la méthode standard. La fois prochaine, je ne parlerai que 30 minutes, même c'est trop, 20 minutes parce qu'il faut qu'on fasse 2 exercices. Le premier exercice, ça sera sur la gestion des documents, des normes et comment on fait des normes, comment on crée les politiques de sécurité, les politiques IT. Et le deuxième exercice, je vais faire un peu une manipulation sur le vol des sessions. On va voir ensemble avec vous. On va le faire, vous aussi. Je vous donnerai accès à un site web
où vous allez faire cet exercice. Donc, la méthode de protection des données au point 3, c'est générer un identifiant de session et n'accepter que les identifiants générés par le serveur, crypter les données au point 4 qui transitent sur les réseaux et implémenter des mécanismes de défense en profondeur. 5, utiliser des chaînes ou des nombres aléatoires longs comme clé de session. 6, utiliser des noms d'utilisateurs et mots de passe différents pour vos comptes. 7, utiliser la fonction timeout pour détruire les sessions expirées. 8, ne pas transporter un identifiant de session dans une chaîne de requêtes. 9, s'assurer que le logiciel de protection côté client et côté serveur est activé et il est à jour. 10, utiliser une authentification robuste ou un VPN peer-to-peer. 11, configurer les règles d'usurpation interne et externe appropriées sur les passerelles. 12, utiliser des IDS, on en parlera en profondeur, des équipements qui surveillent les réseaux et qui surveillent des paquets ARP. 13, vérifier l'authenticité du site web en utilisant des services spécialisés du réseau. Donc, je reviendrai sur ces points la fois prochaine. On abordera les méthodes de protection pour les développeurs web et ainsi que les méthodes de protection pour les utilisateurs. Après quoi, ça sera fini pour cette partie. En tout cas, je vous dis merci pour votre disponibilité. J'ai remarqué qu'il y a pas mal d'absents quand même aujourd'hui. Mais bon, ceux qui ont pu être là, c'est tant mieux. En tout cas, je vous dis merci beaucoup et excellent week-end, les amis de Goma. Je sais qu'il est déjà 17h30, donc Bukavu, Goma, je vous ai retenu pendant trop longtemps. Kolwezi aussi, je vois Monsieur Joseph. C'est Joseph, hein, je pense, qui est à Kolwezi. Donc, Effectivement. En tout cas, à l'est de là-bas, je sais qu'il est tard. Allez, bonne soirée à vous et on continue de lire et à bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Monsieur Roger. Merci.